C'est avec plaisir que nous accueillons Lucille Beck de Saclay, qui est responsable donc, de la plateforme nationale Mesure du carbone 14. Alors, avant d'être à Saclay, elle a travaillé dans de nombreux endroits, à Bruyères-le-Châtel, au Louvre, et même à Superaco. Allez, Lucille. Vas-y. Donc ce séminaire s'appelle, ou cette présentation Lumière et Art, ou Comment voir, et parfois je mets plutôt percevoir, je l'ai rajouté sur la fiche, l'invisible avec des rayonnements, parce que c'est pas toujours facile. On aimerait bien voir directement, mais souvent on est confronté plus au réel et on devine ou on percevoit les couches sous-jacentes ou l'intérieur des matériaux, ce qui est notre objectif pour l'analyse et la connaissance donc des objets d'art ou des objets archéologiques, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pourquoi voir l'invisible? Où est l'invisible dans une œuvre d'art? Eh bien, par exemple, dans une peinture, comme vous voyez ici, qu'on pense être un objet à 2 dimensions. En fait, c'est un objet à 3 dimensions. Il y a ici un petit prélèvement de couches picturales où vous voyez que un rouge ou un jaune ici n'est pas composé d'une seule couche, mais de 3, 4, 5, parfois 10 sur certaines œuvres, et qu'une peinture donc, est composée d'un multifeuille qui est composé d'un support en bois ou en toile, qui est recouvert d'une couche de préparation, donc une première couche de peinture ou de pigment, sur laquelle on peut avoir un dessin préparatoire, et puis ensuite une succession de couches picturales, le tout recouvert de 1 à 10, on le verra, parfois même plus, couches de vernis. Pour les objets des musées, il y a aussi des objets vraiment là à 3 dimensions, que sont les sculptures ou les objets ethnographiques. Et quand on a des objets très complexes et fragiles ou alors précieux, comme le cas de cette petite statuette, bien évidemment, on ne va pas découper l'objet pour voir à l'intérieur, et pourtant on veut bien comprendre comment cela a été fait. Et puis donc, pour les objets archéologiques, par exemple, souvent lorsqu'ils sortent de fouilles, leur surface est masquée par de la corrosion, et avant nettoyage, on souhaite aussi connaître, par exemple, identifier les monnaies dans ce cas-là. Alors, pour justement sonder cette matière, sonder l'intérieur de ces objets, on utilise différents rayonnements, visibles bien évidemment pour les photos classiques, mais aussi je vais vous montrer des exemples en UV, infrarouge et rayonnement X. Et quand l'imagerie ne suffit pas et qu'on veut aller un peu plus loin dans l'investigation et notamment faire de l'analyse chimique, on va utiliser ces mêmes rayonnements, et en particulier les rayonnements X, pour faire de l'analyse élémentaire ou structurale, et aussi utiliser des ions fournis par des accélérateurs. Et je vais vous montrer des exemples d'analyse par faisceau d'ions ou d'analyse par fluorescence X, soit en laboratoire, soit avec des appareils portables. Et vraiment, ce qui nous guide dans toutes ces investigations, dû à la rareté des objets, parce qu'ils sont soit très anciens, soit ils sont très précieux, ou c'est des grandes œuvres, il faut que toutes ces techniques soient non destructives ou le moins destructives possible, d'où l'intérêt de ces rayonnements qui vont permettre de traverser les différentes couches picturales ou les couches de surface. Donc mon exposé va reprendre des exemples un peu dans cet ordre. Je vais commencer par tout ce qui est imagerie, en vous illustrant par des études de peinture. Et puis, dans une seconde partie, je vous parlerai des méthodes d'analyse qui font appel à des instruments, en fait, de la physique nucléaire qui ont été détournés ou utilisés pour produire des rayonnements pour l'analyse des œuvres d'art. Alors, ces techniques d'analyse, elles sont effectuées dans quelques laboratoires en France, le plus emblématique étant le laboratoire qu'on appelle dit du Louvre, mais dont le nom réel est le Centre de restauration et de recherche des musées de France, qui est le petit logo qui est ici, qui n'est pas le laboratoire du Louvre au sens strict, puisqu'il n'est pas dédié qu'à l'analyse des œuvres du Louvre, mais à l'analyse et au service de tous les musées de France, et il y en a plus de 100, plus de 1000, pardon. Il y a 1200 musées nationaux en France. L'histoire de ce laboratoire commence en 1931,
Il a été créé à cette époque par deux personnalités qui paraissent très loin de l'art comme ça, puisqu'il y avait un ambassadeur et un médecin, les deux étant argentins, étant riches et donc mécènes. Et ils ont financé le premier laboratoire qui se trouvait au sein du département des peintures, c'est-à-dire en hauteur dans le Louvre, et dédié principalement à la radiographie des peintures. Puis le laboratoire a déménagé dans les années 50-60 au pavillon de Flore, qu'on ne voit pas ici, mais qui est au bout de l'aile du Louvre. Donc, quand j'y ai fait mon premier stage de DESS, on va dire à la fin des années 80, le laboratoire était encore ici. Et à l'occasion du grand chantier du Grand Louvre, il a été décidé de créer un vrai laboratoire avec des équipements modernes et pas d'aller dans les toits ici par des escaliers étroits, ce qui n'était pas toujours très pratique. Et voici donc la création du laboratoire qui est en sous-sol, donc dans le jardin des Tuileries ici, et donc qui dit en sous-sol un puits de lumière avec les bureaux en haut et les laboratoires en bas. Donc il y a cette longue tradition parisienne, et il y en a une autre en parallèle qui s'est développée dans les années 70 à Bordeaux, que je veux nommer parce qu'elle est importante. C'est le premier enseignement en France de physique appliquée à l'archéologie. Il existe toujours. Et donc moi-même, j'ai suivi ce DESS en 88. Voilà, qui est devenu un master maintenant. Donc voilà les rayonnements, la gamme des rayonnements qui sont utilisés pour l'investigation des œuvres d'art. Donc la lumière visible et toutes ses composantes, je ne rentrerai pas en détail, mais il existe maintenant des techniques hyperspectrales. Dans l'ultraviolet, on va utiliser l'ultraviolet autour de 390 nanomètres. L'infrarouge, ça va être vraiment le proche infrarouge dans cette partie extrême du spectre, et puis des rayons X, voire des rayonnements gamma pour certaines radiographies d'objets très épais. Donc je vais un peu brasser toute cette gamme de longueurs d'onde en vous donnant des exemples partant d'œuvres d'art qui ont été étudiées au C2RMF, dont l'emblématique Joconde ici, qui est venue 2 fois en 2005 pour être analysée. Donc il y a des campagnes pour la Joconde à peu près tous les 30 ans. Et ces campagnes se font de la manière suivante. Comme il est inenvisageable que le musée du Louvre soit ouvert sans Joconde, l'étude se fait le mardi, jour de fermeture du musée. Et elle commence en fait le lundi soir, après la fermeture. Elle descend au musée. Donc il faut savoir qu'entre le musée et le laboratoire, il y a un passage en fait direct, puisque en dessous le Louvre, en dessous le musée, il y a une voie qu'on appelle la voie de desserte interne, qui est une petite route souterraine. Et comme ça, la Joconde peut venir directement au laboratoire sans passer par l'extérieur, ce qui évite des grands frais d'assurance et ce qui rassure les conservateurs. Donc elle est décrochée le lundi soir, elle vient au laboratoire, tous les gens travaillent dans la nuit du lundi au mardi, le mardi toute la journée, dans la nuit du mardi au mercredi, et le mercredi matin, elle est raccrochée. Et ça a été fait comme ça 2 mardis de suite. Et donc elle a subi tous les examens possibles du laboratoire, et je vais vous en montrer seulement une partie. Donc là, dans l'atelier ici de photographie, en lumière visible, avec tous les éclairages pour les prises de vue. Et dans un examen classique, il y a photographie du recto et du verso de l'œuvre. Et je vais comparer ces 3 œuvres pour vous commenter donc, les diagnostics en ultraviolet, infrarouge et radiographie, vous donner des exemples un peu complémentaires. Alors, la lumière du rétroprojecteur fait des jaunes un peu flashy. Ce n'est pas vraiment la couleur originale, vous l'aurez reconnue. Mais bon, au moins, on va bien voir les contrastes. Donc, je vais comparer la Joconde avec le Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, qui vient d'être restauré. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans la presse. Il vient d'être accroché dans les cimaises du musée après 9 mois de restauration. Et puis, un petit tableau de travail, ici, qui est d'un anonyme du XVIe siècle. Et là, ils sont représentés à leur taille respective, proportionnelle, et après, je vais les mettre en grand pour qu'on voit quelque chose. Donc, voilà le premier examen
en lumière ultraviolet. Donc ça consiste à éclairer tout simplement l'œuvre avec des tubes de lumière blanche comme dans les boîtes de nuit, et puis à recueillir la fluorescence de matériaux qui fluorescent sous ultraviolet, donc typiquement les matériaux organiques. On met un filtre pour ne pas avoir la lumière visible sur l'appareil photo, et donc on récupère toute cette lumière ultraviolette là qui est un peu laiteuse. Et comme elle est particulièrement sensible au vernis, eh bien ça va nous donner vraiment une image de l'état de surface de la peinture et notamment de la condition de surface d'état et la condition du vernis sur la peinture. Et donc là on voit 3 cas très différents. Saint-Jean-Baptiste avec une couche très homogène et très bleutée, très laiteuse, montre une couche de vernis épaisse et répartie de façon homogène sur l'œuvre. A contrario, ici, donc là c'est la même chose, c'est en noir et blanc, mais si c'était en couleur, ça serait dans les bleutés verts. On voit pour la Joconde et pour ce tableau tout un tas de mouchetis qui en fait représentent les retouches de peinture qui ont été faites par-dessus le vernis existant. Donc ça démontre un tableau en très mauvais, enfin disons de mauvais état. Et ici, on voit 2 types de restauration. Une restauration ici qui a été recouverte ensuite d'un vernis, donc qui fluoresce aussi beaucoup. Et ça, c'est une restauration qui est très ancienne et qui correspond à une fente dans le bois de bouleau, donc de la planche qui supporte la peinture et qui a fait craquer la peinture. Et puis, on va deviner, mais on verra mieux ailleurs, ici, une autre restauration qui fait suite à une attaque de la Joconde dans les années 50 au musée du Louvre par quelqu'un qui avait jeté des cailloux sur la peinture. C'est pour ça que depuis, elle est sous verre. Alors pour ce détail, pour ce tableau en mauvais état de la Dame priant, ça permet de voir tout de suite toutes les multiples restaurations qui ont eu lieu sur ce tableau, de les repérer et ensuite de zoomer. Et voilà le zoom sur la main. Et une fois qu'on a repéré cette restauration aux ultraviolets, il est plus facile, alors là je ne sais pas si vous la voyez bien, mais de voir la retouche de peinture qui est au centre de ces 2 mains, qu'on voit normalement un petit peu, mais voilà, qu'on voit mieux en comparaison avec la restauration, avec l'ultraviolet. Alors ce Saint-Jean-Baptiste, il est très foncé, dû à cette couche de vernis qui a vieilli, s'est polymérisé avec le temps et a jauni. Et on ne voit pas beaucoup de détails sur cette peinture. Et on a glosé beaucoup sur le fait s'il fallait la restaurer ou pas, dévernir. Parce que si on regarde maintenant avec des ultraviolets, on voit que cette peinture, elle est beaucoup plus fine et détaillée que ne laisse paraître la photo visible. Donc en infrarouge, on éclaire avec de la lumière visible cette fois-ci, et les infrarouges, eux, vont pénétrer vont traverser les couches picturales et vont être sensibles à tout ce qui est peinture noire ou trait noir, et donc plutôt tout ce qui est dessin sous-jacent, signature, enfin tout ce qui pourrait être sous la couche picturale. Donc on voit les dessins préparatoires, par exemple, et dans le cas ici, on voit surtout les détails de la chevelure, les détails de la peau de bête qui sont ici, et on voit quelques repentirs. Donc des repentirs, c'est de la main de l'auteur, c'est donc Léonard de Vinci lui-même qui s'est trompé, ou qui a changé d'avis. C'est très délicat à voir, mais on voit un petit trait ici blanc, qui est la première position du doigt, qui a été ensuite modifiée pour être un peu plus à droite. Alors ce Saint-Jean-Baptiste, tout le monde pense qu'il pointe le doigt de façon énigmatique, mais en fait, il ne pointe pas du tout le doigt, il tient une croix qu'on voit très peu. Donc finalement, après ces études, la décision a été prise de le restaurer et d'enlever un certain nombre de couches de vernis, mais de ne pas aller trop loin non plus, sinon on va enlever les couches de vernis ou les couches de sfumato qui ont été déposées par Léonard de Vinci pour faire les ombres sur les carnations. Donc la restauratrice a pris le parti de retirer que la moitié des couches de vernis. Et alors là, elle est très déformée par les lumières et la photo n'est pas bonne, mais voici après restauration. Le tableau reste toujours très foncé quand même, mais on voit
beaucoup plus les détails, comme vous pouvez le voir, les détails de la chevelure, du visage, et on voit cette fameuse croix qui apparaît un peu plus. Au départ de la restauration, on espérait vraiment voir quelque chose, un tableau beaucoup plus clair, mais les restaurateurs, en discussion avec les conservateurs, se sont arrêtés à cette étape. Et maintenant, donc, il est à nouveau au Louvre accroché. Donc pas aussi clair qu'on l'aurait souhaité, mais déjà plus visible que précédemment. Alors la Joconde, elle aussi, elle est passée aux infrarouges. Et là aussi, on voit des hésitations ou des changements du peintre, notamment dans la position des doigts, où on voit ici que c'est le majeur qui a été modifié, qui avait sa première position ici, qui a été modifiée un petit peu plus. Donc sur la peinture, on ne voit rien du tout, puisque ça a été recouvert par des couches picturales. Donc il n'y a pas beaucoup de changements de composition par rapport à d'autres œuvres dans les œuvres de Léonard de Vinci. Enfin, pour ces deux-ci, on en voit quelques petits détails sur le voile, les doigts. En revanche, il y a une autre peinture qui n'est pas de Léonard de Vinci, qui est de Van Eyck, qui est plus ancienne, qui est célèbre pour de multiples propos, parce que c'est une des premières peintures à l'huile. On voit ici, il y a une vue dans un miroir où on voit le peintre peindre, enfin le fond de la pièce. Donc c'était très, disons, avant-gardiste pour l'époque. Et en plus, alors aux infrarouges, elle est vraiment très marrante cette peinture, puisqu'on voit ici plusieurs mains, plusieurs pieds, plusieurs paires d'yeux. Il y a beaucoup de repentir et de changements de composition entre le dessin initial et la composition finale. Donc j'ai fait quelques zooms. Ici, donc la main telle qu'elle est à la peinture et telle qu'on la voit, par exemple, aux infrarouges. Donc il y a au moins 3 positions de changement, et pareil pour les pieds, les yeux, etc. Alors on voit très bien les changements de composition entre un dessin initial et puis la peinture finale, mais on a, sur d'autres tableaux, de voir au travers des couches picturales a donné d'autres types d'informations. Par exemple, sur ce tableau, sous le manteau rouge, ici, on voit des inscriptions et qui donnent des indications de couleurs. Et sur le tableau, l'entièreté du tableau, on a à peu près trouvé une trentaine d'indications. Là, vous voyez, c'est pour la couleur blanche, ici. Et donc, aux infrarouges, voilà, ici, une trentaine d'indications de couleurs ont été mentionnées qui donnent ou qui montrent une pratique d'atelier. Alors il faut que je précise, donc à ces époques, il n'y avait pas de peinture en tube, hein. Chaque atelier de peintre préparait ses propres couleurs. Donc il y avait tout un tas de métiers dans un atelier de peintre. Il y avait le broyeur de couleurs, celui qui faisait les dessins, celui qui coloriait, etc. Et donc là on voit une pratique directe d'un maître certainement qui indiquait aux coloristes comment, avec quelle couleur peindre chaque personnage du tableau. Donc c'est vraiment très précieux pour comprendre l'histoire de l'art et puis les techniques de pratique à certaines époques dans différents ateliers. Un cas d'attribution réglé par, enfin, disons, le doute a été levé par un infrarouge, c'est pour les tableaux de Georges de Latour. Alors l'attribution des tableaux de Georges de Latour est assez difficile, puisque soit il ne signait pas ses peintures, soit il a signé ses peintures avec un nombre de signatures très différentes. Et sur ce tableau, il y a une signature ici en bas à gauche qui était peu lisible, qui a été un peu mieux révélée aux infrarouges, enfin, on le voit ici. Et grâce à cette vision plus directe, on a pu vraiment l'extraire et la comparer à d'autres signatures de tableaux. Il n'y avait pas d'autres tableaux signés avec le même type de signature, mais elle a été comparée à des documents notariés de Georges de Latour, ce qui a permis d'attribuer avec certitude ce tableau à ce peintre. Toujours aux infrarouges, ça c'était une belle surprise de l'année 2008. Donc l'autre tableau de Léonard de Vinci qui est conservé au Louvre, donc la Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant, qui était aussi en très mauvais état, d'ailleurs tellement en mauvais état qu'il n'était pas en exposition au musée.
Donc vous voyez vraiment des couleurs sales, puis le bord sale du tableau. Et donc finalement a été prise la décision de le restaurer. Et avant toute restauration, le tableau passe au laboratoire pour faire tous les examens que je vous ai montrés précédemment, avec toujours des photographies en lumière visible, en recto et verso, alors que l'infrarouge n'est lui toujours fait qu'au recto. Mais la photographe a eu l'idée, et la bonne idée, en voyant des petites traces noires sur le verso du tableau, de faire de l'infrarouge. Et cet infrarouge a révélé des dessins, ici, dont je vais vous montrer les détails. Voilà, il y a une tête de cheval, un demi-crâne, et puis une toute petite tête d'enfant Jésus avec la petite tête de mouton ici que j'ai surligné pour mieux voir. Et si on compare ces trois dessins avec des œuvres de Léonard de Vinci, donc là on retrouve, entre guillemets, le brouillon de la face du tableau. Et puis ces deux représentations ont été retrouvées dans d'autres tableaux ou dessins de Léonard de Vinci, ce qui a permis d'attribuer les dessins du verso de l'œuvre à la main de Léonard de Vinci. Et si peut-être vous avez vu, en 2011, il y a eu une grande exposition au Louvre sur toute la campagne de restauration de cette œuvre et toute la genèse, c'est-à-dire les années, les 25 ans d'études de Léonard de Vinci pour faire cette peinture. Et puis après, il y avait dans la même exposition les autres artistes qui se sont inspirés de cette œuvre. Et donc elle était exposée dans l'exposition de manière à ce qu'on voit le dos et les dessins. Et c'était vraiment une belle illustration du travail et de la découverte du laboratoire. Et donc la voici après restauration. Donc on peut être étonné par les couleurs assez vives de la robe et puis du ciel, mais ce sont vraiment les couleurs originales, et c'était masqué là aussi par un vernis qui avait bien jauni. Donc toutes ces lumières, ici d'infrarouge, d'ultraviolet ou de visible, ce sont des photographies qui sont prises en réflexion. Lorsqu'on va travailler maintenant avec des rayons X, on ne va pas travailler en réflexion, mais en transmission, c'est-à-dire qu'on va placer l'œuvre ici, on va envoyer des rayons X par l'intermédiaire de tubes, et on va placer derrière l'œuvre un film radiographique, et ce film va enregistrer le nombre de photons X qui vont passer à travers l'œuvre, et ce nombre de photons X, il est calculé à partir de la loi de Berlambert, où vous avez l'épaisseur du matériau et puis surtout le facteur d'absorption. Et donc on va avoir une information à la fois sur l'épaisseur des matériaux, mais aussi sur leur composition, lorsqu'on va lire une radiographie. Alors voici la radiographie de ces trois mêmes œuvres, donc le Saint Jean-Baptiste, la Joconde et puis la Dame Priant. Sur le cas de la Joconde, on ne voit pas grand-chose de la peinture elle-même, parce que c'est une peinture très fine. Ce qu'on voit, et ce qui a été surligné ici en jaune, c'est les cernes de bois des planches de peuplier qui ont été utilisées. Et puis les grands aplats blancs, ici, correspondent à la peinture de préparation de blanc de plomb, donc Z très lourd, donc qui absorbe beaucoup, donc ça paraît très blanc, qui a été utilisé, ont été mis sur la planche de bois pour l'aplanir, pour avoir une surface régulière. Et on voit qu'ici, il devait y avoir des creux plus importants que là. Sur le Saint-Jean-Baptiste, on voit un peu plus de détails sur la peinture, mais on voit surtout un très mauvais état de la planche, c'est du noyer dans ce cas, où il y a plein de petits trous d'insectes xylophages. Et on les voit blancs parce que dans la couche d'impression, cette couche d'impression a rempli les petits trous dus aux insectes. Et puis on voit ici le monogramme qu'on ne voit pas au verso parce que le verso est caché, enfin, était recouvert d'une autre planche, mais on voit le monogramme des collections royales, donc qui montre bien que ce tableau est rentré dans les collections françaises du temps de la royauté, après François Ier. Là aussi, on voit juste quelques
machin de pinceau, le mot m'échappe, des coups de pinceau, ici, voilà, bon, qui sont qui ne donnent pas beaucoup d'informations. En revanche, sur le tableau ici à droite, on voit beaucoup de choses. On voit la femme qu'on connaît, là, qui est là, mais on voit un autre personnage, un autre ici, dont les détails ici. Voilà. Et puis là, un grand aplat foncé. Et en fait, la radiographie a permis de comprendre l'organisation de ce tableau et un peu son histoire. Ce n'était pas du tout un portrait, ce tableau. C'était au début, il a été découpé dans un tableau beaucoup plus grand, avec d'autres personnages autour, dont on ignore la taille initiale. On ne sait pas pourquoi ça a été découpé. Et en revanche, ce qu'on sait, c'est que souvent les portraits avaient plus de valeur que les tableaux d'ensemble. Donc ce tableau d'ensemble a été transformé en portrait d'une unique personne. Une planche de bois a été rajoutée ici pour centrer le personnage. Et puis le tout a été recouvert d'une peinture foncée pour laisser juste au centre le portrait de cette femme. Et puis il a été un peu rehaussé de blanc. Il y a eu un peu de restauration pour mettre en valeur les carnations et la fraise. Et les autres personnages ont disparu. Donc un autre exemple assez cocasse de la révélé par la radiographie est ce tableau de Picasso, donc le Gobeur d'oursin, qui a été peint en 1946. Donc Picasso, pendant la guerre et après la guerre, était hébergé gentiment par le musée d'Antibes, qui lui mettait à sa disposition des salles pour peindre. Et à cette époque, puisque c'est au sortir de la guerre, il y avait pénurie de tout, et notamment de matériaux pour faire la peinture. Donc à cette époque, il a peint avec de la peinture à bateau. Donc c'est la période dite Ripolin de Picasso. On reconnaît le minium pour la peinture anti-rouille, le bleu des peintures à bateau, puisqu'il allait se fournir sur le port d'Antibes pour ces matériaux. Et la radiographie donc, de cette peinture a révélé en fait qu'il avait peint sur une autre toile. Et cette autre toile, c'est le portrait du général Vandenberg, qui était en fait un généreux donateur du musée d'Antibes. Et donc, pour cette raison, avait son portrait dans le musée. Et au moment du recollement des collections dans les années 70, ce tableau avait été porté disparu. Et on ignorait totalement pour quelle raison il avait disparu, jusqu'à ce qu'on fasse cette radiographie. Donc, dans les années 80, on s'est aperçu que Picasso s'était servi de toiles dans les réserves, et même voire de toiles exposées, pour continuer à peindre. Sachant que Picasso peignait plusieurs tableaux par jour, il avait énormément besoin de matériel de base, et donc n'a pas hésité à se servir sur place pour voilà. Donc on voit, vous voyez ici le portrait du général, sa Légion d'honneur. Et puis, comme je vous disais, c'est très sensible aux pigments à base de plomb, la radiographie. Donc on voit là le minium qui a été, donc l'oxyde de plomb qui a été apposé sur ce gobeur d'oursin. Donc je vous ai montré des exemples principalement sur les peintures, mais évidemment la radiographie est aussi très utile pour les objets d'art et en 3 dimensions. Donc là, juste à titre d'illustration, une petite statuette de Degas, ou Gustave Moreau, je crois que c'est un petit Degas, où on voit ici le squelette métallique, donc 2Z plus lourd, qui tient la cire, la statuette en cire. Là, un objet ethnographique africain qui contient un squelette de grenouille. Et puis ici, des monnaies qui ont été radiographiées, où on lit très bien les illustrations qui en fait dépendent de la ville où les monnaies ont été émises. Donc ici, c'est le lys de Strasbourg, la rose d'Haguenau et l'ours de Sainte-Galène ensuite. Donc ça permet d'identifier la provenance des monnaies. Donc ces rayons X, ils sont très utiles à la fois pour faire de la radiographie, mais aussi, on va le voir, pour faire de l'imagerie en général et de l'analyse chimique. Et maintenant, je vais passer à des exemples un peu moins classiques que ceux qu'on a vus précédemment, qui utilisent des appareils
moins développé dans les musées, donc ça peut être, on va voir des exemples sur synchrotron ou autres. Et cette fois-ci, alors que, comme je vous l'ai dit précédemment, l'imagerie et la radiographie se fait par transmission, on va utiliser aussi les rayons X en réflexion pour faire de la cartographie chimique, puisque on va envoyer des rayons X monoénergétiques en général, et il va y avoir interaction entre ces rayons X et les atomes de l'œuvre qui vont émettre au retour des rayons X dont l'énergie va dépendre des éléments qui composent cette œuvre, et on va pouvoir en déduire à la fois la composition chimique, mais aussi faire des cartographies élémentaires sur des tableaux ou des objets. Donc le premier exemple, c'est un des premiers exemples d'imagerie chimique qui a été fait sur ce tableau qui s'appelle Un coin d'herbe de Van Gogh. C'est un petit tableau, enfin, relativement petit tableau, que j'aime beaucoup personnellement, qui est donc horizontal, mais quand on le met verticalement et qu'on fait sa radiographie, il avait été repéré il y a quelques années un portrait ici. Donc en radiographie classique, on devinait un portrait, on le devinait aussi en infrarouge. Et la question était de savoir si il avait agi comme Picasso ou non, c'est-à-dire est-ce que le portrait de cette femme qu'on voyait sous la radiographie, enfin sous le coin d'herbe, était de la main de Van Gogh ou s'il avait utilisé une autre peinture. Donc les détails donnés par la radiographie, l'infrarouge, n'étaient pas suffisants pour voir si la technique et le portrait de cette femme, pour voir les détails. Et donc il a été analysé sur le synchrotron de DESY à Hambourg, où il a été bombardé de rayonnement X. Enfin, il y a une cartographie qui a été faite à l'endroit présumé du portrait. Et le détecteur détectait les rayonnements X en fonction donc, de l'élément. Et on voit ici donc l'arrêt L qui correspond au plomb à 2,34 keV. À 26,34, on a l'arrêt de l'antimoine, l'arrêt K. On détecte aussi l'autre élément lourd, le mercure, et ici le zinc. Donc le plomb est associé au blanc de plomb, une peinture blanche, le zinc au blanc de zinc, qui est aussi une peinture blanche, l'antimoine au jaune d'antimoine et le mercure au vermillon au rouge. Et donc grâce à ces éléments, il a été possible de reconstituer de façon artificielle les couleurs de la peinture. Et ce portrait, donc reconstitué d'après la cartographie chimique, a été comparé à d'autres portraits peints par Van Gogh, là dont on a la certitude. Et la comparaison faite par des experts a montré qu'il y avait assez de similitudes entre tous ces portraits pour que le portrait sous-jacent de cette peinture soit de la main de Van Gogh. Donc le fait de faire cette cartographie chimique a permis de certifier que le portrait sous-jacent était aussi de Van Gogh. Donc cette étude, elle date de 2008, je crois. Vous voyez, pour faire une cartographie de à peu près 20 cm par 20 cm, il a fallu 2 jours. Il a fallu se déplacer sur un synchrotron. Donc ce n'est pas simplement d'aller sur un synchrotron qui est compliqué, mais comme je vous ai dit, c'est tous les problèmes d'assurance inhérents au déplacement d'une œuvre d'art. Et donc maintenant, l'effort est fait pour développer plutôt des appareils portables qui, eux, vont se déplacer dans les musées. Et voilà le même type d'étude qui vient d'être fait récemment au C2RMF et au musée du Louvre sur la Belle Ferronnière, un autre tableau de Léonard de Vinci. Vous voyez en lumière visible, en radiographie classique, et puis ici le tableau et le petit appareil de fluorescence portable. Donc on a un tube à rayons X, et puis ici, et puis un détecteur à rayons X qui va capter les rayons X émis au fur et à mesure que le tableau est balayé. Non, dans ce cas, ce n'est pas le tableau qui bouge, c'est l'appareil qui est balayé devant le tableau. Et voici les cartographies qui viennent d'être obtenues. C'était vraiment publié l'année dernière.
Donc le tableau original, la carte du fer, la carte du calcium. Donc le fer, c'est pour les oxydes de fer des peintures foncées marron. Le calcium, c'est plutôt pour le blanc. Ici, c'est l'inverse du fer, donc c'est la même information. Et puis, alors chose très surprenante, une peinture à base de cuivre a été détectée, et surtout, elle a été détectée sur le fond, ici foncé, mais surtout appliquée de façon très grossière en comparaison aux autres pigments. La grande caractéristique de Léonard de Vinci, c'était de faire de la peinture dont on voit aucun trait de pinceau. Tout est fondu, il n'y a pas du tout de traces de pinceau, contrairement à l'exemple de Van Gogh, par exemple, précédemment. Donc sur toutes les peintures de Léonard de Vinci, on ne voit aucun détail, alors que là, ici, pour ce pigment vert, on pense vert de gris à base de cuivre, on voit vraiment une apposition vraiment très grossière, un contour grossier, vraiment un pinceau, une brosse épaisse utilisée. Et cette découverte a vraiment été une découverte et pose vraiment question parce qu'on ne sait pas à quelle époque ce fond a été apposé et pour quelles raisons. Et certainement pas de l'époque, en tout cas de la main de Léonard de Vinci. La cartographie aussi du mercure, qui a été la couleur rouge pour faire la robe, montre aussi, si on regarde les détails, quelques repentirs, et notamment donc, la position du corps de la belle ferronnière a été modifiée entre la première position et la deuxième position du corps, qui a été plus tournée. Donc là aussi, il y a eu un repentir entre le dessin les premières peintures et la phase finale. Donc vous voyez, entre imagerie et analyse chimique, il y a vraiment un lien très étroit. Donc là, l'analyse chimique a servi à faire de l'imagerie, mais maintenant, donc, je vais vous parler d'analyse chimique vraiment pour l'analyse des composants et pour vraiment connaître la nature des composants et comprendre, par exemple, d'où ils viennent et pourquoi tel ou tel peintre a utilisé tel pigment ou quel type de pigment on utilisait par le passé ou d'où proviennent certaines matières premières. Je pense qu'il y a une inversion de diapositive, mais ce n'est pas grave. Les appareils portables, dont je vous disais ici qu'on aime maintenant les emmener dans les musées pour éviter de les déplacer de déplacer les œuvres, ils ont aussi un grand avantage, c'est qu'on peut aussi les emmener dans les endroits où on ne peut rien déplacer du tout, c'est-à-dire les églises, par exemple, ou les grottes préhistoriques qui ont été décorées. Et ces appareils portables, ce sont des appareils qui ont été développés au laboratoire pour les besoins spécifiques des musées et des monuments historiques. Et vous voyez ici, comme illustration, tout un tas d'appareils. Alors ça, c'est un appareil de commerce, mais ça, ce sont des appareils qui ont été développés ici en X et en diffraction X pour servir à l'analyse. Et puis, vous avez des appareils du commerce de fluorescence X ou Raman qui ont aussi été adaptés pour être emportés à l'extérieur. Donc vraiment, autant les premières imageries que je vous ai montrées utilisent des appareils traditionnels, là, on fait du développement vraiment pour servir les œuvres ou les endroits particuliers. Et donc, à la fluorescence X montrée précédemment, je vais m'attacher maintenant à vous montrer un exemple où on a combiné cette fluorescence X avec une diffraction X, et là, qui est un développement de 2008, aussi qui était très innovant, puisque un appareil portable de diffraction X n'existait pas auparavant. Donc, il est composé tout simplement d'un tube à rayons X, ici, qui envoie des rayons X en rasant, un tube de fluorescence X, enfin un détecteur de rayons X pour détecter la fluorescence pour faire de l'analyse élémentaire, et puis ici des imaging plates pour recueillir les anneaux de diffraction. Et vous pouvez constater qu'un tel appareil doit être scientifiquement robuste, c'est-à-dire qu'on doit conserver la géométrie pour pouvoir faire de l'analyse
quantitative, mais il doit être aussi robuste au sens mécanique du terme, puisque une grotte, par exemple, tout sauf des murs droits et des plafonds hauts, donc on doit pouvoir l'adapter, le mettre au plus proche des parois sans l'endommager, et puis surtout sans endommager les parois peintes par les hommes préhistoriques. Et je vais vous donner un petit résultat ici d'études qui ont été faites dans la grotte de Rouffignac, qui est une grotte du Périgord, qui fait partie de la vallée de la Vézère, ici, où il y a 25 grottes ornées qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Et la grotte de Rouffignac est une grotte ouverte au public, hein, qui est visitée, et elle contient énormément d'art pariétal, beaucoup d'animaux et de dessins dont je vais vous montrer. Et c'est une très grande galerie, puisqu'il y a presque 8 km, et les dessins sont à peu près à 700 mètres de l'entrée. Donc il y a, voilà, le relevé donne 250 dessins et gravures, dont voici quelques exemples. Donc c'est une grotte qui est aussi surnommée la grotte aux 100 mammouths. En fait, il y en a 158, donc des mammouths qui s'affrontent, des solitaires, et puis ici même une frise avec 10 mammouths. Pour vous donner une échelle, chacun des mammouths fait à peu près 1 mètre. Donc pourquoi on s'intéresse aux grottes préhistoriques et aux pigments préhistoriques? Ce qu'on veut avant tout, enfin bon, c'est étudier cet art ancien, mais surtout on veut les dater. L'exemple emblématique étant la grotte de Chauvet, qui a été datée par radiocarbone, par carbone 14, et qui a donné des âges très anciens de l'ordre de 30 000 ans. Mais pour ça, il faut pouvoir disposer de peintures noires faites au charbon de bois. Et malheureusement, il existe un autre pigment noir pour fabriquer, pour dessiner, c'est l'oxyde de manganèse, donc qui est un oxyde qui ne contient pas de carbone. Et dans le cas où ces peintures sont en oxyde de manganèse, la grotte ne peut pas être directement datée. C'est pour ça que dans cette frise ici de datation, vous avez des grottes qui ont été datées directement et d'autres, comme Lascaux et Rouffignac, qui ont été datées dites par le style. C'est-à-dire que c'est le style des représentations qui permettent de donner un âge. Donc, dans Rouffignac, les peintures, celles qui avaient été analysées avant notre campagne, étaient plutôt faites à base d'oxyde de manganèse, mais là, il y a eu très très peu d'analyses, et l'objectif donc de cette campagne était de chercher, en analysant mammouth par mammouth, essayer de trouver le mammouth qui contiendrait du carbone. C'est un art préhistorique, donc avec toute interdiction totale de toucher les parois et de prélever n'importe comment. Donc si, avant de prélever toutes les figures pour savoir si elles contiennent du carbone, il valait mieux les analyser de façon non destructive, et si on avait trouvé du carbone, de prélever ensuite, mais il était hors de question, bien évidemment, de prélever. Donc cet appareil portatif, on l'a emmené dans différentes chambres de la grotte. Donc ici, dans la galerie Henri Breuil, qui est composée des 10 mammouths, et ici, dans la partie Le Grand Plafond, où il y a tout un tas d'animaux qui sont dessinés sur le plafond. Donc voici quelques détails. Je vous ai déjà montré donc, de la galerie Henri Breuil avec les 10 mammouths, et puis des rhinocéros qui s'affrontent. Et le grand plafond avec 65 dessins. Et donc, dans une première campagne, nous en avons analysé 5 ou 6. Donc, vous voyez quelques détails ici. Donc, il n'y a pas seulement des mammouths, hein, il y a des bouquetins, et des chevaux et des bisons. Et voici les diffractogrammes que nous avons obtenus. Donc, c'est très, très difficile de faire de la diffraction à l'air avec un appareil portable dans une grotte. Donc c'est les premiers diffractomètres de mammouths et de bisons et de bouquetins qui existent au monde. Et donc on a identifié 2 composants de manganèse, de la romanéchite qui est un oxyde mixte de manganèse et de barium, et de la pyrolusite qui est un oxyde de manganèse. Malheureusement, on n'a pas trouvé de dessin fait avec le carbone. Donc on reste sur nos oxydes de manganèse. Donc la diffraction est couplée ici avec la fluorescence X, où on retrouve bien les éléments qui composent le pigment, donc le manganèse, le barium et le fer principalement. Cependant, même si on n'a pas pu dater cette grotte, au moins on a pu en déduire des informations sur la réalisation de ces dessins, notamment que
cette frise de mammouth, de 10 mammouths qui, d'un point de vue stylistique, tous les mammouths se ressemblent, et donc, d'un point de vue stylistique, il a toujours été considéré que c'est une réalisation qui avait été faite dans un temps très court et en une seule fois. Eh bien, tous les pigments des 10 mammouths ont la même composition. Alors que sur le grand plafond, où c'est beaucoup plus désorganisé, on voit des compositions très différentes, avec des oxydes, avec de la romanéchite pour certains et de la pyrolusite pour d'autres, et ça de façon aléatoire. Et la thèse qui a suivi cette étude a analysé des figures supplémentaires, et grâce à ces analyses, on est en mesure, et aux superpositions aussi, on est en mesure maintenant de comprendre comment ce plafond a été réalisé et de comprendre quelle a été la démarche des hommes préhistoriques pour réaliser ce plafond, qu'il faut dire est à moins de 2 mètres du sol. Donc pour peindre des grands animaux, dont par exemple le cheval est quasiment à grandeur nature, il fallait quand même beaucoup de réflexion et de connaissances et de réflexion sur la réalisation artistique. Donc ça a permis vraiment cette analyse chimique de donner des explications supplémentaires, des arguments aux archéologues pour comprendre la réalisation de tels panneaux de dessin. Alors maintenant, j'en arrive à la dernière partie de mon exposé, où cette fois-ci, on retourne dans le laboratoire et où je vais vous montrer des exemples d'analyse chimique, cette fois-ci faites grâce à l'accélérateur Aglaé, donc l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, qui est dans le laboratoire que je vous ai présenté au début. On voyait la livraison de l'accélérateur par les airs sur une diapo à droite. Et cet accélérateur permet de faire l'analyse non destructive. Vous avez ici l'accélérateur lui-même qui accélère des ions, donc de type proton, alpha, les lignes sous vide, et l'œuvre d'art ou l'objet qui est analysé et placé ici en fin de ligne. Alors avec cet accélérateur, on fait tout ce qu'on appelle des techniques d'analyse par faisceau d'ion, ou ion beam analysis en anglais, qui regroupent en fait 4 ou 5 méthodes d'analyse, soit qui produit des rayons X, comme la méthode PIX, ou la méthode de retrodiffusion de Rutherford, qui est basée sur l'interaction des particules alpha avec le noyau. Là, on fait du recul élastique, et là, des réactions nucléaires. Et avec cet ensemble de techniques, on est capable de faire une analyse élémentaire de l'hydrogène jusqu'à l'uranium de façon non destructive. Alors, il faut une condition pour les objets d'art, c'est que cette analyse elle soit faite à l'air. Or, de façon, disons, conventionnelle, l'analyse par faisceau d'ion se fait sous vide. Et donc, il a fallu développer, pour ces applications spécifiques, des dispositifs d'extraction du faisceau pour, vous voyez, analyser tous les différents types d'objets qu'on peut rencontrer, des peintures, des livres, des petites broches, du scribe, etc. Et depuis donc la fin des années 90, les collègues ont fortement travaillé et développé tout un tas de nez, on appelle ça des nez d'extraction du faisceau. Et il y a eu un grand progrès à partir des années 2000, où on a pu, vous voyez ici, le faisceau d'ion arrive ici, et il est extrait à l'air grâce à un petit tuyau qui est fermé par une feuille de Si3N4 qui fait 100 nanomètres d'épaisseur, qui est capable de faire l'étanchéité entre le vide de l'installation et l'air, mais qui laisse passer les ions, puisqu'il faut quand même laisser passer les protons et les alphas pour faire l'analyse. Et c'est grâce à cette feuille qui a été mise en place dans les années 2000 qu'on peut faire maintenant de la rétrodiffusion de Rutherford d'aussi bonne qualité à l'air que sous vide. Alors ce nez ne cesse d'évoluer, et voilà sa dernière version en 2013 qui a été réalisée grâce à l'Equipex New Aglaé, qui est en fait l'Equipex qui va financer toute la jouvence de l'accélérateur. Et l'objectif, c'était d'augmenter l'angle solide de détection. Donc auparavant, il y avait 2 détecteurs seulement pour les rayons X. Maintenant, il y en a 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5, qu'on peut miniaturiser, puisqu'on n'a plus besoin ce n'est plus des SILI, mais c'est des SDD, donc il n'y a plus besoin de refroidissement à l'hélium.
Donc on peut détecter les rayons X, détecter les rayonnements gamma grâce à ces détecteurs ici, au germanium, et puis à l'intérieur un détecteur annulaire silicium pour détecter les rétrodiffusés. Donc on peut mettre en œuvre simultanément toutes ces techniques. Et on peut faire aussi des cartographies. Alors quelques exemples d'utilité de ces techniques, notamment beaucoup ont été utilisés pour déterminer la provenance de matériaux, et notamment la provenance de certaines pierres précieuses ou semi-précieuses par l'analyse de ces gemmes et de leur composition chimique. Donc je vais vous donner deux exemples qui concernent ces deux œuvres ici. La première, c'est une petite statuette qui fait 20 cm de haut, qui est au musée du Louvre, qui date d'à peu près 0 et qui a été trouvée à Babylone, donc dans l'Irak actuel. Et les conservateurs étaient venus au laboratoire pour demander de quels matériaux étaient composés le nombril et les yeux. Il faut savoir si c'était du verre ou une pierre précieuse. Donc ça, un simple examen par un connaisseur sous-binoculaire suffit à répondre. Hein, il n'y a pas besoin d'un accélérateur. Et donc les gémologues ont déterminé qu'il s'agissait de rubis. Comme c'est une pierre précieuse, il a été mis en une étude, lancé une étude pour comprendre, pour savoir d'où venaient ces pierres précieuses. Donc leur analyse a été faite in situ, c'est-à-dire que la petite statuette a juste été posée devant le nez de l'accélérateur pour que les rubis soient analysés. Donc vous voyez, totalement de façon non destructive, sans prélèvement, sans rien modifier. Et la composition chimique des rubis, ici c'est le spectre de rayons X, montre que les éléments majeurs, c'est l'aluminium et l'oxygène. Ça, n'est pas une surprise, c'est un alumine, le rubis. Mais l'alumine, c'est blanc. Et si la couleur, il y a une couleur rouge, c'est parce qu'il y a tout un tas d'éléments traces qu'on voit sur le deuxième détecteur, où il y a du titane, du vanadium, du chrome et du fer. Et ces éléments traces, donc de l'ordre de quelques centaines de ppm, vont varier d'un gîte géologique à l'autre. Et ce qui a été fait par Thomas Caligaro et ses collègues, c'est de comparer la composition de ces rubis avec des rubis naturels, qu'il a été pas prélevé dans les sources, mais qu'il a été emprunté au Muséum d'histoire naturelle. Donc vous voyez plusieurs sources ici de rubis à travers le monde. Donc Babylone est située ici où a été trouvée la statuette. Et l'étude chimique a démontré que les rubis utilisés pour cette statuette provenaient de Birmanie. Donc c'est les éléments chrome et fer, plus d'autres études par la suite, qui ont démontré la provenance de ces rubis de Birmanie. Et donc, il y a 2000 ans, un commerce, sûrement par mer, entre la Birmanie et Babylone. La même démarche a été utilisée pour des pierres encore plus anciennes, donc ont été utilisées au néolithique, entre 5000 et 3000 ans avant Jésus-Christ, où là, on n'a aucune source écrite. Il s'agit de la varicite qu'on retrouve dans toutes les tombes, les cairns du Morbihan, et puis un peu dans toutes les tombes du néolithique, donc dans les dolmens, dans les dolmens. Et il existe une source de varicite en France qui est ici à Panecé. Et donc les archéologues, suite à ces découvertes, on ont déduit, en raison de la proximité, que la varicite qu'on retrouvait dans les tombes, donc sous forme de perles, vous voyez, provenait de cette source de Panecé. Néanmoins, il existe d'autres sources. Les autres sources qui existent sont en Espagne. Et il a été commencé il y a donc maintenant 15 ans, une étude de la provenance de ces objets, de cette varicite, en comparant des objets archéologiques et des sources ici géologiques. Donc le premier travail a été fait d'aller sur les sources géologiques en Espagne et en France, de les prélever et de les analyser pour voir s'il y avait des signatures géochimiques qui les différenciaient. Et en effet, là, lorsqu'on mesure le vanadium et le chrome sur ces sources, donc vous avez la source de Panecé en France et les sources espagnoles,
on voit qu'on arrive toutes à les discriminer de façon satisfaisante. Et le travail ensuite a été fait sur les perles que vous voyez ici, encore en face du faisceau d'Aglaé. Et donc 800 perles ont été analysées pour comprendre la circulation de ces matières premières à l'époque néolithique. Et voilà ce qu'il en a été déduit après ces 15 ans de recherche et ces 800 analyses. On a pu retracer les routes commerciales, ou disons les échanges, entre l'Espagne et le nord de la France, entre 5000 et 3500 ans avant Jésus-Christ. La première information de ces analyses montre que la source de Panacée n'a jamais été utilisée. Elle montre que l'autre source ici, qui a des traces d'utilisation, n'a jamais non plus été utilisée, et qu'il y a eu un changement brusque à 4000 avant Jésus-Christ d'approvisionnement entre cette source du sud de l'Espagne et le nord de l'Espagne, dont on ignore la raison, mais voilà, on a pu retracer des routes d'échange de façon très précise en fonction du temps grâce à ces analyses. Donc pour vraiment la connaissance du néolithique, ce sont vraiment des renseignements très précieux. C'est mon dernier exemple, toujours qui utilise l'accélérateur, mais dans ce cas-là, on ne va pas s'intéresser à des problèmes de provenance, ou disons de manière indirecte, mais là, c'est plutôt des problèmes d'authentification et de détection de faux du musée, qui se trouve dans les musées et qui se trouve potentiellement au musée du Louvre, suite à des acquisitions d'objets égyptiens dans les années 20 et 30. Donc le contexte, c'est qu'en 1922 a été découverte la tombe de Toutankhamon, et à la suite de cette découverte, il y a eu un engouement fou en Europe et aux États-Unis pour les objets égyptiens, et il en est apparu beaucoup sur le marché, et il y a eu beaucoup d'acquisitions. Et à la suite de ces acquisitions des années 20 et 30, dans les années 50, a commencé à avoir quelques doutes sur certaines objets pas forcément authentiques. Et il y a eu des doutes assez rapidement sur cette statuette ici en bois, qui a été donc acquise aussi dans les années 30 et celle-ci dans les années 20. Alors cette statuette, elle est en bois, et donc il a été fait dans les années 80 une datation par carbone 14 sur l'ancêtre de l'accélérateur ici qui se trouve à Saclay, donc où je travaille, mais il y en avait un autre à Gif avant lui. Et cette tête qui était censée donc dater de 1300 avant Jésus-Christ, par carbone 14, date en fait d'environ 1500 après Jésus-Christ. Donc c'est un bois ancien certes, mais pas assez ancien pour avoir été utilisé par l'Égypte pharaonique. Et de plus, l'analyse du bois a montré qu'il s'agissait d'un bois exotique d'Inde et de Chine qui n'était pas utilisé par les Égyptiens à l'époque. Donc cette tête de harpe, parce qu'on appelait ça une tête de harpe, a été remisée, enlevée des vitrines et déclarée comme faux. À la suite donc de cette première étude, les doutes se sont reportés sur celle-ci, mais qui est en verre. Il n'existe pas de méthode directe de datation par le verre, mais on peut cependant avoir des indications, pas en ayant une date directe, mais en analysant sa composition chimique et en analysant notamment sa composition du verre, sachant que la composition des verres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais a varié au cours du temps. Donc un verre, c'est composé de silicium, de silice, d'un fondant pour diminuer la température de préparation, et puis d'opacifiant quand on veut un verre non transparent, et de colorant, dans ce cas-là, de colorant bleu. Et donc là, vous voyez encore l'analyse de cette petite statuette, et vous voyez sa composition ici comparée à des objets égyptiens dont on est sûr de la provenance et de la date et qui ont été analysés dans les mêmes conditions. Et là, il y a beaucoup de différences, notamment sur le fondant qui, pour l'époque égyptienne, est composé de cendres de plantes marines, dans ce cas-là d'un minéral. Les sources de cobalt sont différentes, elle n'est pas du tout égyptienne dans le cas de la statuette, alors dans l'autre cas, elle est égyptienne. Et surtout, l'opacifiant, vous voyez ici, contient énormément de plomb, plus de 20% de plomb,
Et les verres au plomb n'ont été synthétisés qu'à partir de 1600, enfin à partir du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, après Jésus-Christ. Donc, à la composition, c'est-à-dire pas de source de cobalt qui vient d'Égypte et un opacifiant moderne, là aussi, cette statuette a été déclassée, déclarée fausse, avec un indice supplémentaire qui était la présence de fluor à la surface, qui démontre qu'il y a une technique, en fait, de passer le verre à l'acide fluorédrique, est une technique pour vieillir artificiellement le verre, qui était connue au début du XIXe siècle. Donc, il en a été de même pour cette statue, petite statue en verre. Là, vous voyez, c'est la remise, c'est les réserves des antiquités égyptiennes. Donc, ces deux statuettes ont été déclarées comme faux et ont été retirées des vitrines pour celle-ci en 2003, alors que je ne vous ai pas donné tous les détails, mais c'était considéré comme dans les années 50 comme le fleuron des antiquités égyptiennes. C'était comme la Joconde pour les peintures. Et donc là, voilà, donc maintenant dans le tiroir des remisés. Voilà, j'en ai fini. Il y a des questions, j'imagine. Oui, comment on fait pour, dans la première partie de votre présentation, pour enlever, enfin, alors c'est pas vous, mais les conservateurs, etc., les restaurateurs, pour enlever la moitié du vernis oui, alors c'est un travail de bénédictin. Donc on prend, c'est à la main avec un coton-tige. D'abord, ils ne font pas tout le tableau en premier, ils font ce qu'on appelle des fenêtres. Donc ils prennent un endroit du tableau le moins visible possible. Et puis ils utilisent des solvants. Donc ils commencent par un solvant le plus doux possible. Ils voient si le vernis se dissout. Si ça ne se dissout pas, ils augmentent la force du solvant. Et puis ils enlèvent un certain nombre de couches, puis ils s'arrêtent. Et après, à chaque fois, c'est une discussion entre le restaurateur et le conservateur. Vous avez une autre question ? Oui. Et la deuxième question, c'était pour les rayons X. Donc, on voit bien que c'est fait par réflexion. Donc, c'est particulièrement pratique pour la composition chimique. Hein, oui, par pour les grottes. Oui. Mais pour les tableaux, moi, j'aurais plutôt imaginé qu'on fait ça par transmission, parce qu'on peut aussi avoir peut-être des raies d'absorption. Alors, qu'est-ce qui gouverne le choix de faire plutôt de la fluorescence? Moi, j'y connais rien. Alors, moi, je fais de l'infrarouge, je ne fais pas des X, mais qu'est-ce qui gouverne le choix entre réflexion et pas transmission, même dans les rayons X Alors, en fluorescence X, de toute manière, l'énergie des rayons X est trop faible pour faire de la transmission. Donc, et puis, alors, quand je dis une réflexion, c'est un abus de langage. En fait, c'est une excitation des excitations. Donc c'est les rayons X réémis qui sont détectés. Et puis on aime bien aussi avoir une information en profondeur. Donc si on traverse tout, on a un signal total qui est la somme de toutes les couches. Ça peut être parfois compliqué à interpréter. Oui, bien sûr, je pense que l'observation, l'idéal, c'est que ce ne soit pas destructif. Cependant, les rayonnements ionisants, X, par exemple, sont capables de transformer, par exemple, dans des verres, vous parliez de pierres précieuses, et on peut parfaitement changer les couleurs de pierres précieuses par irradiation. Tout à fait. Avant, je travaillais dans un laboratoire qui faisait de l'endommagement sous rayonnement, donc je sais très bien ce que c'est. Voilà. Donc, comment peut-on être sûr qu'au moment de ces examens, on n'est pas assez... Enfin, on modère l'intensité de façon à minimiser le risque. Exactement. Donc, il y a les matériaux, on connaît leur fragilité aux ions et aux rayons X. Donc, typiquement, tout ce qui est conducteur, type métal, c'est très résistant. Après, pour travailler sur les papiers, par exemple, ou sur les pigments, on modère énormément l'intensité. Donc, on baisse l'intensité des faisceaux.
On fait évidemment des essais. Enfin, maintenant, comme il y a 20 ans d'expérience, on a le recul, on sait d'avance quel type d'intensité il va falloir utiliser. Et si on a des doutes, on fait des essais sur un autre matériau équivalent. Maintenant, il y a, dans les verres, on crée des centres colorés. Alors, pas de temps en temps, hein, c'est pas systématique, ça dépend énormément de la composition du verre. Et à chaque fois qu'on en a créé par accident, on les a toujours récupérés par illumination. Par contre, il y a un autre composé qui nous embête vraiment, et c'est pour ça qu'on ne travaille pas beaucoup avec les peintures sur l'accélérateur, parce que le blanc de plomb, qui est le pigment le plus répandu, sous faisceau d'ion noirci. Donc ça, c'est vraiment une limite, et dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'on analyse très peu ou très rarement les peintures sur l'accélérateur. Et lorsqu'on l'analyse sur le synchrotron avec les rayons X, les collègues modèrent énormément l'intensité de façon à éviter ça. Mais c'est un sujet d'étude. On travaille là-dessus, sur la compréhension des mécanismes d'endommagement, et c'est pour ça aussi que le nouveau nez d'Aglaé, enfin, l'augmentation de l'angle solide de détection, elle est faite pour pouvoir baisser les courants encore plus et éviter tout risque de dommage. Et la Joconde, elle a ton blanc en plomb La Joconde n'a jamais été mise devant l'accélérateur. Ouais, mais elle a ce blanc en plomb dont tu parles. Oui, le blanc de plomb. Oui, les carnations, tout ça, c'est fait à la base de blanc de plomb. Oui. Mais elle est passée aux rayons X, enfin, elle est passée aux rayons X des radiographies et à la fluorescence X, j'en ai pas parlé, elle a été aussi analysée en fluorescence X, et vraiment en plus les carnations, donc vraiment sur le visage, donc avec toutes les précautions, et il y a bien sûr rien eu. Sinon, ça aurait été arrêté tout de suite. Sinon tu sais. Enfin, moi, c'est pas moi, mais ceux qui l'ont. Ouais. Vous avez mentionné le rayonnement gamma à un moment donné, vous n'avez plus reparlé. Vous l'utilisez, le rayonnement gamma? Alors, le rayonnement gamma, il est utilisé pour faire des radiographies d'objets très massifs. Donc, des grandes statues de marbre ou des grands bronzes. C'est des sources au cobalt qui sont déplacées moyennant du centre de Saclay et du SPR, moyennant tout un tas de réglementations. Voilà. Mais c'est rarement le cas. Il y a encore des questions? Les analyses par faisceau d'ion sont en général très sensibles à la géométrie et notamment à l'angle d'incidence des faisceaux sur les différentes surfaces. Quand on irradie des sculptures, les états de surface doivent pas être super lisses. Et comment on gère tous ces problèmes de géométrie? Alors pour avoir il y a deux choses. Il y a aussi la distance des détecteurs du faisceau. Alors ça, c'est contrôlé. Il y a des lasers, toujours. Et puis, le faisceau, il fait 40 microns de diamètre. Donc, on fait l'hypothèse que sur ces 40 microns de diamètre, on est à peu près plan. Oui, mais tu peux pas. Mais l'angle d'incidence du faisceau par rapport à tes 40 microns sur lesquels tu tapes, il est parfaitement bien connu. Pour bien le connaître, il faut bien connaître l'état de surface et avoir une granularité de... Oui, alors après, ça dépend aussi de la précision que tu cherches et les matériaux. Voilà, alors les matériaux sont très complexes, très sales. Les états de surface sont très mauvais. Voilà, il faut travailler avec ça. Donc, dans ton résultat d'analyse, tu vas avoir des éléments qui sont de la surface ou de la corrosion ou qui ne sont pas vraiment constitutifs de l'œuvre, et tu vas avoir des éléments qui sont constitutifs de l'œuvre. Donc, c'est vraiment au dépouillement qu'il y a un travail de réflexion sur l'interprétation. Et puis, au niveau de l'analyse, toutes les compositions sont bouclées à 100% pour s'affranchir des petits écarts d'angle, etc. Mais il faut voir aussi la précision qui est recherchée. On ne cherche pas forcément des précisions telles qu'il faut avoir une géométrie ou un plan parfait par rapport au faisceau. On peut avoir des tolérances d'orientation parce qu'on n'est pas 0,1% ou 1% de précision.
aussi. Mais il faut faire avec les objets qu'on a. Malheureusement, on ne peut pas découper ou les aplanir. Ben, merci encore, Lucille. Merci.